Bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Sean Fu, économiste et spécialiste de la Chine, pour discuter de ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Eh bien sûr, Glenn, toujours un plaisir d'être ici. Eh bien, pendant l'ère unipolaire qui a suivi la guerre froide, les gens se tournaient vers les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon comme les leaders économiques, comme ils l'avaient fait tout au long de la guerre froide. Mais aujourd'hui, ils semblent tous s'être épuisés en matière de dette et selon de nombreux autres indicateurs économiques fondamentaux, et ils rencontrent de plus en plus de difficultés. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant de commencer par examiner le Japon, car le niveau d'endettement y pose problème depuis des décennies, et pourtant, il continue d'introduire toujours plus de mesures de relance. Que voyez-vous se passer au Japon? Eh bien, je pense que le Japon est pris dans un piège très dangereux. Quelle que soit la solution qu'ils choisissent, cela va poser des problèmes à long terme. En ce moment, le problème immédiat pour le Japon est un effondrement industriel imminent. Premièrement, lorsque vous vendez beaucoup aux États-Unis et que vous vous retrouvez soudainement confronté à des droits de douane de 10 ou 20%, une grande partie de vos exportations va chuter. Les exportations du Japon vers les États-Unis ont diminué pendant au moins 5 ou 6 mois consécutifs, et ce n'est pas bon signe. Si l'on regarde ce que l'administration veut réellement, elle souhaite que le Japon déplace de nombreuses installations et usines, qu'il s'agisse d'usines automobiles ou d'une partie de sa production de semi-conducteurs, vers le territoire américain. Le Japon ressent donc la menace de cette direction. Et si l'on regarde du côté des devises, le yen japonais s'effondre depuis 6 ou 7 mois face au dollar. Et il faut comprendre que le dollar lui-même s'est affaibli par rapport à d'autres monnaies, que ce soit l'euro ou le renminbi chinois. Donc si votre monnaie s'effondre face à un dollar qui lui aussi baisse, cela signifie que vous êtes vraiment en grande difficulté. Et lorsque le yen s'effondre, tous leurs coûts d'importation augmentent soudainement. Il faut se rappeler qu'après la catastrophe nucléaire de Fukushima, une grande partie de l'énergie du Japon doit être importée. Peu importe qu'il s'agisse de pétrole, de GNL ou même de charbon, environ 85 à 90% de leur mix énergétique total est acheté sur les marchés mondiaux et acheminé jusqu'aux côtes japonaises. Et si le yen continue de s'effondrer en ce moment, tout coûtera plus cher. Que l'on parle du niveau de vie au Japon, les prix intérieurs augmentent, ou des intrants industriels comme la fabrication d'une nouvelle voiture, cela reviendra plus cher. Le Japon fait donc face à une situation très difficile. Il doit choisir, compromettre la dette à long terme, tôt ou tard il y aura un défaut et tout explosera. On ne sait pas quand cela arrivera. C'est un trou noir, une boîte noire. Ou bien voir nos industries s'effondrer demain, l'année prochaine. Évidemment, en introduisant le plan de relance, le Japon a choisi la solution à court terme. Mais cela s'accompagne aussi de nombreux problèmes. Oui, la forte dépendance aux importations d'énergie, à un moment où les prix de l'énergie augmentent et où la monnaie ne cesse de s'affaiblir, cela ressemble vraiment à un piège, si c'est bien le mot approprié. Mais qu'est-ce que ça signifie pour l'économie dans son ensemble, pour les rendements des obligations japonaises et leur capacité à, je suppose, détenir la dette américaine? Parce que si l'on regarde les pays qui détiennent la dette des États-Unis, maintenant que les Chinois et les Russes s'en retirent, le Japon semble assez important pour le maintien de l'économie américaine. D'accord. Très bien. Donc, le Japon détient effectivement une grande partie de la dette américaine. Et j'ai commis une petite erreur au cours des 1 à 2 dernières semaines lorsque j'ai supposé que le Japon, probablement pour sauver le yen,
allait se débarrasser d'une grande quantité de bons du Trésor américain, n'est-ce pas? Vous savez, ils détiennent plus de 1000 milliards de dollars de ces titres, et s'ils en vendaient quelques centaines de milliards, ils pourraient facilement financer le plan de relance, du moins maintenir l'économie japonaise à flot pendant encore un bon moment. Cependant, nous connaissons tous la relation entre les États-Unis et le Japon. Les États-Unis ne veulent certainement pas que leurs alliés se débarrassent de leurs bons du Trésor américain, pas en ce moment. Donc ce que le Japon vient de faire au cours de la dernière semaine, c'est que la BOJ, la Banque du Japon, c'est-à-dire la Banque centrale du Japon, a laissé entendre une mesure concrète pour relever ses propres taux d'intérêt. C'est tout à fait impensable pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, le ratio dette-PIB du Japon se situe autour de 230 à 250%. C'est le ratio dette-PIB. Maintenant, si l'on augmentait brutalement les taux d'intérêt, les paiements d'intérêt grimperaient sans cesse. C'est un premier problème. Mais lorsque vous relevez les taux d'intérêt, cela donne en réalité au marché et surtout à vos propres investisseurs locaux une incitation à rapatrier leur argent depuis d'autres marchés, n'est-ce pas? Parce qu'ils pourront désormais obtenir un rendement plus élevé. Le yen fera très probablement un retournement et s'appréciera, de sorte qu'une grande partie de l'argent japonais circulant dans l'économie mondiale, notamment dans les actions et obligations américaines, aura de fortes chances de revenir au Japon. Donc oui, on ne se débarrasse pas des bons du Trésor américain. Donc de ce côté-là, tout va bien. Cependant, une grande partie des capitaux nationaux provenant des entreprises, des entités non gouvernementales et des investisseurs individuels eux-mêmes sera retirée. Bien sûr, il faut comprendre que de nombreux investisseurs japonais sont plutôt averses au risque. Ils préfèrent obtenir un rendement stable de 2 à 3% plutôt que de spéculer dans un casino. Ainsi, en ce moment, avec l'appréciation du yen, le dollar risque de baisser en raison des récents événements à la Réserve fédérale. Il est probable que les capitaux quittent les États-Unis pour affluer vers le Japon. Cela crée également une autre forme de tension de financement pour le Trésor américain, pour Glenn Diesen. En somme, il n'y a vraiment aucun scénario favorable dans lequel cette situation pourrait se terminer sans une sorte de crise des garanties. Eh bien, que voyez-vous se passer du côté américain cependant? Parce que je sais que lorsque la crise financière mondiale a éclaté, ce sont les Russes et les Chinois qui ont commencé à suggérer qu'il fallait réduire la dépendance envers les États-Unis. On parlait alors d'un monde post-américain, simplement parce que la responsabilité budgétaire des États-Unis était remise en question. Ils n'arrivaient pas à remettre de l'ordre dans leurs affaires. Par la suite, les Chinois ont lancé l'initiative des nouvelles routes de la soie et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, là encore, dans le cadre d'un effort de diversification financière. Mais en 2009, la dette américaine s'élevait à environ 9 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle avoisine les 38 000 milliards, et rien ne semble indiquer un ralentissement. Au contraire, les niveaux d'endettement continuent d'augmenter. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les États-Unis? Quelles sont leurs options? Et que va-t-il arriver à leur monnaie s'ils continuent sur cette voie? Mais je pense que les États-Unis sont pris au piège. Il n'y a pas d'alternative. Soit ils créent de l'inflation, soit ils perdent toute la guerre économique mondiale. Nous avons parlé du fait que la Chine développait sa propre initiative des nouvelles routes de la soie, n'est-ce pas? Désormais, les États-Unis eux-mêmes sont engagés dans une mission à sens unique pour tenter de survivre, pour maintenir leur hégémonie. Et cela signifie fonctionner à plein régime. Si l'on regarde l'administration, elle parcourt le monde pour tenter de conclure toutes sortes d'accords avec l'Australie et l'Asie du Sud-Est sur la manière de reconstruire leur chaîne d'approvisionnement, en particulier en ce qui concerne les terres rares. Cela demande beaucoup d'argent,
de l'argent pour investir dans ces pays et de l'argent pour acquérir des participations dans les entreprises. Et tous les revenus tirés des droits de douane ne suffisent tout simplement pas, donc le déficit devra être comblé par l'emprunt. Et cela ne concerne que la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, si l'on regarde le front le plus critique, la guerre autour des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, il faudra également emprunter beaucoup d'argent pour maintenir cette bulle à flot. Les États-Unis n'ont pas vraiment d'avantage industriel lorsqu'il s'agit de rivaliser avec la Chine ou les BRICS. Cette bataille est déjà perdue. Mais ce que les États-Unis possèdent, c'est un avantage technologique évident. Et il n'existe vraiment aucun moyen de conserver cet avantage sans y injecter d'importantes sommes d'argent. Donc, si l'on regarde l'ensemble de l'année 2025, c'est essentiellement une grande manœuvre orchestrée pour prendre l'argent de Main Street, les consommateurs américains, et le transférer au gouvernement fédéral. Cet argent est ensuite utilisé pour alimenter les entreprises d'IA, les aidant à réduire leurs coûts de financement et leur offrant des opportunités de construire davantage de centres de données. Ainsi, l'Amérique industrielle, ont vidé de leur substance afin de mener et de gagner la guerre de l'IA contre la Chine, tout simplement. Eh bien, à la fin de la guerre froide, c'était les années dorées, non seulement pour les États-Unis, mais pour l'Occident politique dans son ensemble. Traditionnellement, comme on dit, on répare le toit quand le soleil brille, ou on raccommode ses filets quand la mer est calme. En d'autres termes, c'est pendant les périodes favorables qu'il faut mettre de l'ordre dans ses finances. Au lieu de cela, pendant ces décennies, les États-Unis, tout comme le reste de l'Occident politique, ont fait la fête et dépensé énormément d'argent. Alors, compte tenu de tous les besoins actuels, développer la technologie, remettre la dette en ordre, c'est vraiment le mauvais moment, comme vous le dites, pour tourner à plein régime, pour agir ainsi à un moment aussi critique. Cela ne semble pas être une bonne option. Pensez-vous qu'ils aient au moins une chance d'améliorer l'économie? C'est-à-dire de se réindustrialiser et de remporter cette guerre technologique contre les Chinois. Parce que je sais que la bulle de l'IA est une préoccupation croissante aux États-Unis en ce moment. Eh bien, je pense qu'il est assez évident ce que les États-Unis essaient de faire. Maintenant, si l'on parle d'une victoire totale contre la Chine, je ne pense pas que ce soit vraiment possible, car la Chine a tout simplement trop d'avantages. Une chose que nous devons comprendre, c'est que, pour gagner la guerre technologique, il faut deux éléments. Il faut la capacité d'innover davantage, la puissance intellectuelle. Les États-Unis en ont évidemment une partie. Certaines des meilleures institutions éducatives s'y trouvent encore. Et il y a toujours beaucoup de talent dans la Silicon Valley, beaucoup de talent dans des entreprises comme Nvidia et AMD, toutes ces firmes de premier plan. Mais l'autre côté de l'équation, c'est quelque chose que la Chine possède en abondance et que les États-Unis n'ont presque pas. Et c'est là la capacité industrielle de production. Tout cela crée une boucle très vertueuse, n'est-ce pas? Si vous avez de l'innovation, vous serez en mesure d'améliorer vos capacités de production. Lorsque ces capacités de production sont améliorées, cela alimente encore plus l'innovation. Ainsi, les États-Unis ne disposent actuellement que de cette innovation, alimentée par la dette et les déficits, quelque chose de vraiment étrange et inédit. Mais si l'on regarde le tableau d'ensemble, l'économie américaine peut-elle survivre, voire prospérer? Je dirais que oui, mais ce sera au détriment des alliés du G7. Donc si l'on observe la manière dont les États-Unis jouent leurs cartes, ils essayent activement de scinder le monde, n'est-ce pas? Les États-Unis bénéficient d'une grande visibilité,
Beaucoup d'attention est portée sur l'hémisphère occidental. Il suffit de regarder les actions récentes. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, n'est-ce pas? Vous savez, accorder à l'Argentine, c'était quoi? Un plan de sauvetage de 10 ou 20 milliards de dollars pour aider Javier Milei à remporter les élections. Les États-Unis ne font pas cela par pure bonté d'âme. Ils veulent avoir davantage d'influence financière, disons, en Argentine. Et il suffit de regarder ce qui se passe actuellement au Venezuela, n'est-ce pas? Nous avons des navires qui patrouillent la mer des Caraïbes. Nous avons Trump qui essaie de fermer l'espace aérien. Pourquoi? Parce que le Venezuela est un pays très riche en pétrole. Donc les États-Unis veulent clairement resserrer leur emprise lorsqu'il s'agit de l'hémisphère occidental. Et si l'on regarde tous les accords commerciaux en cours avec l'Europe, qui, étrangement, reste très soumise aux Américains, je pense que les États-Unis comprennent que, face aux BRICS, à l'Est, au Sud global, il leur sera vraiment difficile de rivaliser sur le plan économique. En matière de meilleurs produits à meilleur prix, ils ne peuvent pas gagner. Mais ils peuvent encore tordre le bras de leurs alliés pour alimenter l'économie américaine afin qu'elle prospère, que le PIB augmente. C'est en quelque sorte du vampirisme, non? Vous savez, le comte Dracula. J'appelle cela la stratégie du comte Dracula. Oui, eh bien, il y a bien sûr une certaine cannibalisation, y compris entre les alliés des États-Unis. Une tentative d'extraire un peu de richesse de la part des alliés pour traverser cette période difficile. Mais vous avez mentionné plus tôt que les Japonais, pour des raisons politiques et en raison de l'accord de sécurité, ont certaines limites quant à leur capacité à se défaire de la dette américaine. Et encore une fois, cela était déjà très évident dans les années 1980. Autrement dit, leur capacité à résister à la pression américaine est limitée, car leur sécurité dépend des États-Unis. Mais ce n'est pas le cas de la Chine. C'est l'adversaire des États-Unis dans cette guerre économique, et elle observe désormais les États-Unis avec une inquiétude accrue. Comment voyez-vous la volonté de la Chine de continuer à détenir de la dette américaine? Et si elle s'en débarrassait, par quoi la remplacerait-elle réellement? Eh bien, je pense que la Chine a pris conscience qu'on ne peut pas vraiment détenir de la dette américaine pour diverses raisons. Vous savez, la confiscation des avoirs russes en est un exemple évident. Je crois que dans le plan de paix, en 24 ou 28 points entre la Russie et l'Ukraine, l'une des clauses prévoyait que les États-Unis utiliseraient les avoirs russes pour aider à rembourser ou à financer les efforts de reconstruction de l'Ukraine. Et l'autre partie consistait à élaborer une sorte de projet étrange avec les Russes pour éventuellement renforcer les chaînes d'approvisionnement. Mais le problème, c'est que si votre argent est bloqué dans le système financier occidental, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ils peuvent toujours l'utiliser sans votre autorisation. La manière dont ils veulent l'utiliser leur appartient. Donc en ce moment, la Chine dispose de nombreuses voies pour dépenser son or, n'est-ce pas? La première manière dont ils s'y prennent, évidemment, c'est en achetant beaucoup d'or. Au cours des 12 à 18 derniers mois, la Chine a acheté de l'or publiquement. Elle a officiellement déclaré de petits achats d'environ 1 à 5 tonnes chaque mois, mais de nombreuses analyses d'experts, provenant de banques occidentales comme Goldman Sachs, montrent que la Chine achète en réalité 10 fois plus. Elle ne le déclare tout simplement pas. C'est donc un signe évident à surveiller. En ce moment, il y a si peu d'or et d'argent sur les marchés occidentaux que récemment une grande partie du volume a été retirée de Chine. Les acheteurs occidentaux achètent beaucoup d'or et d'argent à la Chine. Et un autre aspect à considérer est la manière dont la Chine cherche également à mondialiser le monde. Les BRICS, l'initiative La Ceinture et la Route, la Chine dispose de beaucoup d'argent à investir dans ces projets.
Et à ce stade, alors que les États-Unis tentent de construire leur propre chaîne d'approvisionnement de manière inefficace, mais constituant tout de même une menace pour la Chine, si la Chine détient environ 1000 milliards de dollars en bons du Trésor américain, Hong Kong inclus, elle dispose d'une grande puissance de feu pour passer à la vitesse supérieure. Maintenant, quel est l'objectif final de la Chine après les bons du Trésor américain? Je pense qu'elle en conservera encore une quantité nominale, peut-être entre 100 et 300 milliards de dollars, simplement pour faciliter le commerce. Mais j'imagine que le point d'inflexion surviendra lorsque la Chine sera capable d'effectuer la majorité de son commerce transfrontalier et de le régler en yuan chinois. Une fois que cela se produira, il n'y aura plus vraiment de raison pour elle de détenir des bons du Trésor en quantité significative. Et pour y parvenir, c'est en réalité directement lié à la capacité d'exportation et à la capacité de production de la Chine. Donc, au bout du compte, tout ramène aujourd'hui, curieusement, à la course à l'IA. La Chine peut-elle développer des modèles d'IA très performants pour dynamiser ses usines? Peut-elle produire des puces de nouvelle génération suffisamment bon marché pour les exporter dans le monde entier, gagner des parts de marché et dire « Très bien, nous avons cette puce d'IA, elle est au niveau de celle des Américains, elle coûte 30 ou 40% moins cher, et vous n'avez pas besoin de payer en dollars, vous pouvez simplement nous payer en RMB. » Une fois que cela se produira, je pense que cela propulsera une toute nouvelle vague de dédollarisation. Eh bien, le dollar américain n'est pas seulement détenu comme monnaie de réserve, mais aussi comme monnaie d'échange. Mais quels sont, selon vous, les principaux obstacles pour des pays comme la Chine et la Russie à se détourner du dollar? Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage, n'est-ce pas? Oui. D'accord. En ce qui concerne le dollar américain et ce qui soutient l'économie, eh bien, autrefois, c'était le système du pétrodollar. Tu vois un peu ce que ça signifiait, non? Je crois que c'est Nixon qui a signé avec les Saoudiens, avec l'OPEP, pour que l'achat et la vente de pétrole se fassent en dollars américains. C'était l'ancien système qui soutenait toute la force du dollar américain. Et à cette époque, après la guerre, les États-Unis avaient aussi une base industrielle très solide. Aujourd'hui, c'est différent. Le principal pilier qui soutient la demande de dollars américains et la demande d'obligations américaines s'appelle le marché des eurodollars. Ce marché correspond essentiellement à l'utilisation et à la demande de dollars américains en dehors des États-Unis. Ce marché est immense, entre 30 et 100 000 milliards de dollars. De nombreux pays, comme l'Arabie saoudite ou, disons, d'autres pays, empruntent des dollars au reste du monde. Ils émettent une dette libellée en dollars. Pourquoi font-ils cela? Parce que le dollar reste la monnaie de réserve, et les investisseurs se sentent plus à l'aise de prêter en dollars et de percevoir leur rendement en dollars. C'est donc un marché incroyablement vaste et difficile à bouleverser, et il faudra des années, peut-être des décennies, à la Chine pour vraiment tenter de le démanteler. Même alors, je suppose qu'ils ne veulent pas tout démanteler, mais simplement réduire leur dépendance à son égard. C'est donc le pilier principal qui soutient l'ensemble du système. Maintenant, la plus grande menace pour le marché des eurodollars vient en réalité des États-Unis. Avec tout cet endettement et ces déficits sans fin, il déstabilise l'ensemble du marché des eurodollars. Surtout lorsque l'actif sous-jacent, le dollar, ne cesse de perdre de la valeur chaque jour. Si c'est le cas, de nombreux pays commenceront à se dire « Très bien, nos partenaires émettent une dette, libre le tiers du dollar flûte comme une machine à billes. » Et on commence à se tourner vers d'autres devises. C'est pourquoi de nombreux pays commencent à se tourner davantage vers la dette en RMB chinois. Étrangement,
au cours des 2 à 3 dernières années, en particulier pendant la présidence Trump, le RMB a été incroyablement stable et s'est même apprécié d'environ 3% à 6% par rapport au dollar cette année. Ainsi, de nombreux emprunteurs et prêteurs se tournent davantage vers la monnaie chinoise dans ce sens. Et si l'on y réfléchit, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques, car la plupart des importations ou des intrants industriels seront de toute façon achetés à la Chine. En ce sens, je pense que la Chine avance lentement et prudemment pour véritablement remodeler le monde. Ce ne sera pas facile, mais je pense que c'est inévitable sur les décennies à venir. Ils considèrent souvent l'Iran comme un expert dans l'art de contourner les sanctions, puisqu'il en subit depuis toujours de très lourdes. Cela lui a permis de créer, plus ou moins, un système économique parallèle fonctionnant en dehors du dollar américain et du réseau financier dirigé par les États-Unis. Mais lorsqu'ils se sont attaqués à la Russie, c'était un tout autre cas. C'est une économie immense, avec des dépendances mondiales, notamment dans le domaine de l'énergie. Alors, comment ces sanctions massives contre la Russie sont-elles censées étouffer son économie, alors qu'il est évident qu'elles ne l'ont pas fait? Comment cela a-t-il influencé la création d'un système financier post-occidental? Car on a l'impression que ce sont les Russes et les Chinois qui mènent la plupart de ces efforts pour développer un nouveau système économique. Bien sûr, d'autres pays s'en rapprochent, mais cela semble en être le cœur. Maintenant, la Chine a évidemment une économie qui ne peut être comparée à celle de la Russie. Mais compte tenu des sanctions imposées à la Russie, ce duo formé par la Russie et la Chine semble n'avoir fait qu'intensifier cette création ou ce découplage du système financier dirigé par les États-Unis. Bien sûr. Je pense que depuis 2022 ou 2023, après les sanctions de Biden contre la Russie, et avec Trump qui n'a fait qu'aggraver les choses, ils ont essentiellement rapproché la Chine et la Russie pour un avenir prévisible. Et c'est vraiment une combinaison incroyablement puissante. Si l'on considère la Russie et la Chine comme un seul bloc économique unifié, tout devient logique. Toutes les matières premières bon marché venant de Russie, toute la disponibilité des métaux, du pétrole, du gaz, tout cela est dirigé vers la Chine, car il n'existe pas d'autres débouchés pour vendre en grande quantité. Et si l'on regarde la géographie, la Russie est juste à côté de la Chine. Il va y avoir encore plus d'infrastructures construites, reliant tout le pétrole et le gaz de Sibérie, du nord et de l'est de la Russie, jusqu'à l'est de la Chine. Et quand cela se produira, je crois que le ministre des Finances russe l'a dit, la dédollarisation du commerce avec la Chine a atteint 89,1%, ce qui revient pratiquement à 100. Ils achètent soit avec le rouble russe, soit avec le yuan chinois, très probablement le second. Maintenant, si ça se produit, cela aide la Chine car elle peut financer ses propres achats en utilisant le RMB. Elle n'a plus vraiment besoin de dollars. Et pour la Russie, cela lui procure un excédent de RMB. En réalité, la Russie a un excédent commercial avec la Chine, ce qui est assez rare. La plupart du temps, on entend parler d'autres pays ayant des déficits commerciaux avec la Chine. Ils achètent plus à la Chine qu'ils ne lui vendent. Mais la Russie exporte tellement de matières premières qu'elle s'est retrouvée avec un excédent de RMB chinois. Ainsi, au cours des dernières semaines ou des derniers mois, nous avons vu la Russie déclarer « Très bien, nous allons émettre notre propre obligation libellée en RMB, une obligation libellée en monnaie chinoise. » Et c'est tout à fait inédit. La Russie aide donc, en réalité, la Chine à créer une monnaie internationale et un marché obligataire chinois respecté par les investisseurs. Si l'on considère l'ensemble du spectre de cette guerre économique, l'Occident a vraiment commis une erreur terrible, et nous voyons maintenant l'effet boule de neige. La Chine bénéficie clairement d'une énergie bon marché en provenance de Russie,
ce qui lui permet de survivre et même de prospérer pendant cette guerre tarifaire menée par Trump. Et désormais, la demande de bons du Trésor américain, la demande de dollars, va être compromise, car l'économie russe va évidemment croître, ce qui signifie qu'elle émettra davantage d'obligations en RMB dans le monde. C'est donc une boucle auto-renforcée qui, à mon avis, ne s'arrêtera pas de sitôt. C'est là tout le problème avec les sanctions imposées à la Russie. Une immense quantité de ressources énergétiques est désormais envoyée vers l'Asie, plus précisément, ou du moins principalement, vers la Chine. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'administration Trump souhaiterait aujourd'hui mettre fin à la guerre en Ukraine. Non seulement parce qu'elle est en train de la perdre, mais aussi à cause de l'avantage concurrentiel supplémentaire que cela procure à la Chine. On cite souvent, par exemple, l'accord Power of Siberia 2, dans le cadre duquel tout ce gaz provenant de l'Arctique russe, qui devait initialement être destiné à l'Europe pour alimenter ses industries au cours des prochaines décennies, est désormais redirigé, rendant l'Europe moins compétitive à un moment critique de concurrence industrielle croissante. Au lieu de cela, tout ce gaz qui était destiné à l'Europe est désormais envoyé en Chine. Pour les 30 prochaines années et plus, cela signifie qu'ils bénéficieront d'une énergie moins chère, tandis que les Européens paieront davantage. Ce n'est donc plus seulement une question de Russie. C'est l'avantage économique qui est transféré à l'Asie, tandis que l'Europe continue de décliner. C'est assez spectaculaire, et c'est pourquoi ces sanctions n'ont jamais vraiment eu beaucoup de sens, étant donné que les Russes ont toujours eu la possibilité d'exporter vers la Chine, qui semble avoir une soif d'énergie illimitée. La Chine peut absorber à peu près tout ce que la Russie souhaite lui envoyer. Mais comment tout cela affecte-t-il les efforts des États-Unis pour, disons, non pas annuler la Chine, mais réduire les risques ou se découpler d'elle, sachant que la Chine ne cesse de croître? Eh bien, je pense que les États-Unis peuvent se découpler de la Chine. Ils peuvent réduire les risques liés à la Chine dans une certaine mesure. Le problème, en ce moment, c'est que les chaînes d'approvisionnement américaines vont mettre au moins 10 à 20 ans à se reconstruire. Vous savez, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'il allait lancer le projet Watt Speed pour relancer les chaînes d'approvisionnement en 12 à 24 mois. Et c'est vraiment, vraiment étrange. Quand Besson est apparu sur CNBC, en agitant son petit aimant, c'était assez hilarant, car cela montre que les chaînes d'approvisionnement et la production américaine sont tellement en retard que le simple fait de fabriquer le premier aimant devient un grand sujet de relations publiques, une victoire médiatique. Je pense que les États-Unis devront dépenser beaucoup d'argent pour que cela se réalise. En ce moment, la seule solution qui semble rester consiste à taxer le reste du G7 et à se concentrer fortement sur l'Amérique du Sud et l'hémisphère occidental afin d'en extraire toutes les matières premières. Par exemple, en signant davantage d'accords avec l'Argentine, puisqu'elle dispose d'importantes réserves de lithium, pour les exploiter et alimenter l'économie américaine. Alors, la croissance économique des États-Unis peut-elle être maintenue? L'ensemble de l'économie peut-elle continuer à croître? Je dirais que oui, et cela repose sur deux éléments. Le premier consiste à amener tous leurs alliés à coopérer et à transférer de nombreuses usines vers les États-Unis, tout en respectant les engagements d'investissement et en achetant des biens américains. Pour l'instant, cela semble fonctionner. Les engagements n'ont pas encore été officiellement ratifiés, mais oui, les États-Unis sont, en un sens, pas contre les BRICS, mais contre leurs alliés. Maintenant, la deuxième façon pour les États-Unis de gagner, c'est si leur pari sur l'IA porte ses fruits, sans que toute la situation de la dette n'explose, sans entrer d'abord en récession.
Mais même la dette comporte des risques. Tout le plan américain consistant à injecter des milliers de milliards de dollars dans l'IA vise à atteindre un état appelé AGI, Intelligence artificielle générale, qui représente le niveau supérieur. C'est là que l'IA peut penser par elle-même, dépasser l'intelligence humaine et commencer à s'auto-innover à partir de ce point. Alors, à quelle distance en sommes-nous? Nous n'en avons aucune idée. Cela pourrait être dans 1 an, dans 10 ans ou dans 50 ans. Donc en ce moment, les États-Unis font un pari très risqué. C'est une course contre l'auto-implosion, je dirais. Mais la Chine a aussi ses propres problèmes. Je ne sais pas, il y a de nouveaux chiffres qui sortent maintenant en décembre, et ils suggèrent que la Chine a un peu ralenti. En partie, elle connaît actuellement des problèmes de chômage. La production industrielle et, je crois, les ventes au détail n'ont pas non plus obtenu les résultats d'autrefois. Donc on parle beaucoup du fait que la Chine aurait atteint un certain pic. Enfin, atteint un pic est sans doute une exagération ou pas le bon terme, mais au moins la croissance est désormais plus limitée. Et dans une certaine mesure, cela alimente aux États-Unis l'idée qu'ils peuvent soutenir une compétition économique à long terme avec la Chine. Considérez-vous que cette évaluation américaine soit raisonnable? Eh bien, je pense que c'est vrai à 50%, et que les 50% restants relèvent de la fantaisie, non? Le fait est que la Chine, comme tous les pays en ce moment, connaît de nombreux problèmes économiques, surtout après la guerre des tarifs douaniers. Il est certain que certaines industries chinoises sont en difficulté. Elles mènent leur propre guerre de marge, notamment lorsqu'elles exportent encore vers les États-Unis. Donc il est possible qu'elles cassent les prix ici et là. Cependant, nous nous dirigeons vers une phase mondiale d'expansion inflationniste. Beaucoup de dettes et de déficits vont provenir de tous les pays. Cela viendra d'Europe, c'est déjà clairement le cas aux États-Unis, et le Japon vient d'annoncer son propre plan de relance, que l'on sait être de 120 milliards de dollars, à venir. Et en ce moment, en Chine, il y a des rumeurs au sein du gouvernement central concernant la création de leur propre plan de relance. Voici la différence entre les mesures de relance en Chine et aux États-Unis. La Chine a actuellement la capacité d'intensifier sa relance comme aucun autre pays, surtout en ce qui concerne les rendements obligataires. Si l'on regarde le taux d'emprunt américain à 10 ans, il se situe encore entre 4% et 4,2%. En Chine, il est d'environ 1,8% à 1,9%. On parle donc d'un coût d'emprunt 2 fois plus élevé, alors que la dette américaine est supérieure à celle de la Chine. Il existe donc actuellement un certain déséquilibre à ce niveau également. Si l'on observe la manière dont l'argent est dépensé, la comparaison n'est pas équitable non plus. L'avantage reste du côté de la Chine. Nous savons que les coûts aux États-Unis sont très élevés. Les salaires y sont bien plus importants qu'en Chine, et le coût de presque tout, même l'acier et l'aluminium, en raison des droits de douane, est supérieur de 20% à 30%. Disons que vous dépensez $1 aux États-Unis, vous obtenez peut-être 1,20 $ de production, par exemple. Mais si vous dépensez $1 en Chine, vous pourriez obtenir $2 ou peut-être 2,50 $ de production. Ainsi, la Chine, de manière réaliste, peut étirer son argent encore davantage. Je pense que les Américains, que Washington, croient qu'ils pourront tenir plus longtemps que la Chine, mais je n'en suis pas vraiment convaincu. Je pense qu'ils finiront tôt ou tard par se rendre compte qu'ils devront avoir un divorce à l'amiable avec la Chine avant que la dette n'explose, avant que les inégalités de richesse ne deviennent incontrôlables et avant que les gens ne se révoltent dans les rues à cause de l'effondrement du dollar. Je pense que nous allons atteindre cette issue inévitable, le dénouement final. Alors, se découpler complètement de la Chine, en formant des blocs géoéconomiques distincts, est-ce selon vous la solution pour les États-Unis?
Je pense que ce sera la solution. Je ne dis pas que le commerce entre les États-Unis et la Chine va complètement s'arrêter. Il y aura certainement des restes d'échange, des centaines de milliards de dollars, sans aucun doute. Nous parlons de deux économies gigantesques. Même après les droits de douane, par exemple, environ 60 à 70% des jouets achetés aux États-Unis proviennent encore de Chine. Et cela, malgré ces tarifs brutaux. Il restera donc encore une part importante de commerce. Mais en ce qui concerne les grands secteurs qui font réellement bouger l'économie mondiale, comme les puces et les semi-conducteurs, je pense que ces deux blocs seront assez distincts. Il sera impensable pour les États-Unis de permettre à tous leurs alliés du G7 d'acheter des puces chinoises. En même temps, si vous êtes la Chine et que vous fournissez au monde entier des puces bon marché, pourquoi le reste du monde, en particulier les BRICS, la Russie, le Sud global, achèterait-il des puces américaines 40 à 50% plus chères et dont certains affirment qu'elles contiennent une porte dérobée? J'en conclus donc qu'un monde multipolaire, une bifurcation des blocs économiques, finira par se produire tôt ou tard. Oui, eh bien, les États-Unis ne veulent pas s'isoler complètement. Donc s'ils forment des blocs géoéconomiques, le but sera de capter ces marchés, de les amener à se détacher, non pas totalement, mais en grande partie de la Chine et à s'engager uniquement envers les États-Unis. C'est toutefois difficile à maintenir, car si commercer avec la Chine a plus de sens sur le plan économique, il faut bien une certaine dépendance envers la Chine. Il existe d'autres raisons, par exemple des arrangements de sécurité pour maintenir ces blocs géoéconomiques unis. Mais l'Europe, je pense, en est un bon exemple. Les États-Unis ont désormais plus ou moins dit aux Européens, et les Européens obéissent, qu'ils devraient acheter une énergie américaine bien plus chère au lieu de l'énergie russe. Et les Européens suivent cette directive. Mais bien sûr, cela fait augmenter les prix de l'énergie en Europe, ce qui n'est pas un problème isolé, car désormais, les industries ne sont plus compétitives. Cela signifie, au moins les industries lourdes ont des stratégies pour se relocaliser aux États-Unis. En quelque sorte, les Européens se retrouvent pris en étau des deux côtés. Mais, juste ma dernière question, que voyez-vous se passer pour l'Europe? Parce que toute l'idée de ces blocs géoéconomiques est, oui, de créer une position préférentielle pour les États-Unis, principalement au sein des pays du G7, comme vous l'avez dit. Mais cela signifie aussi que leurs alliés ne seront pas seulement cannibalisés, ils seront également gravement affaiblis, comme on le voit avec l'Europe. Je pense que c'est pour cette raison que les Indiens ont été prudents et n'ont pas voulu tomber dans ce piège, car ils seraient devenus économiquement plus faibles et politiquement davantage des vassaux de Washington s'ils avaient été entraînés dans un tel bloc. Alors, que voyez-vous advenir de l'Europe? Je pense que l'Europe est prise dans une très mauvaise situation. Il existe bien une issue, mais je dirais qu'il y a 99,999% de chances qu'elle ne se produise pas. Une bonne façon pour l'Europe de retrouver son avantage concurrentiel serait de devancer les Américains et de conclure un accord séparé avec les Russes, n'est-ce pas? Si l'on parvient à rétablir l'accès à l'énergie russe bon marché, à exploiter la main-d'œuvre russe, et la Russie dispose de vastes terres, et si, comme je le pense, les réglementations environnementales y sont moins strictes que dans l'UMR, alors en devançant Trump, de manière à ce que les Américains perdent soudainement leur levier sur l'UPR pour lui vendre de l'énergie américaine coûteuse, l'Europe pourrait relancer son moteur économique. Maintenant, l'Europe n'en a pas encore tout à fait fini, mais toutes les actions que nous voyons, que je vois, que je suis sûr que vous voyez, sont vraiment déroutantes. Ils veulent encore continuer à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, même s'il existe de nombreuses preuves montrant que tôt ou tard,
que ce soit dans 1 an ou dans 5 ans, tout finira par s'arrêter brutalement, n'est-ce pas? Et encore plus de terres seront perdues au profit des Russes s'ils ne parviennent pas à un accord tôt ou tard. J'imagine que l'Europe, si elle parvient à trouver un moyen de s'entendre avec l'un de ses plus grands voisins, pourrait arracher de nombreux avantages aux États-Unis et aussi à la Chine, n'est-ce pas? La Chine obtient beaucoup d'énergie bon marché des Russes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autres débouchés pour vendre. Maintenant, les Russes eux-mêmes, je ne dis pas qu'ils vont abandonner la Chine, mais il est simplement judicieux, d'un point de vue économique, de diversifier sa clientèle. Donc certains volumes iront vers l'Ubable. Vous savez, la Russie continue également de fournir de l'énergie à la Hongrie, donc il est tout à fait possible pour les Russes de vendre un peu plus d'énergie à l'Ume-Ober. Mais l'UMI bloque simplement sa propre progression, bloque ses propres débouchés. Beaucoup d'économies sont confrontées soit à une dégradation économique, soit à une désindustrialisation, surtout en ce qui concerne l'Allemagne. Donc je dirais que ce n'est pas vraiment une question économique, c'est davantage une question d'indécision politique, de politique de bloc, et ils arrivent tout simplement pas à se dire « Très bien, nous avons perdu celle-ci, préparons-nous pour la prochaine ». Eh bien, c'est le changement difficile qui doit s'opérer en Europe. Après la guerre froide, nous avons à nouveau divisé l'Europe par l'élargissement de l'OTAN afin de maintenir les États-Unis en Europe. Cela était considéré comme la recette de la prospérité. Cependant, maintenant que les États-Unis, dans un monde devenu multipolaire, ont toutes les raisons de quitter l'Europe pour se concentrer sur l'hémisphère occidental et l'Asie, tout en adoptant une politique d'extraction de richesses auprès de leurs alliés, cette stratégie n'est plus viable. Toute la formule a pris fin. Je pense donc que la solution pour que l'Europe retrouve sa prospérité est de mettre fin aux lignes de division en Europe, de faire exactement le contraire, et de mettre un terme à cette nouvelle guerre froide contre la Russie. Mais c'est vraiment une idée impossible à faire accepter en Europe, car la haine envers la Russie ici, l'idée que la Russie est la source de tout mal, est si forte. Si nous les brisons simplement, alors l'Amérique reviendra et nous retournerons aux années 1990. C'est un peu cette façon de penser. Il n'y a donc plus d'imagination politique après 80 ans de vie sous la domination des États-Unis. Il n'y a pas d'imagination politique pour faire quelque chose de radical, comme ne pas rediviser et remilitariser les lignes de fracture de l'Europe. Mais enfin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager vos réflexions. C'est vraiment fascinant ce qui se passe en ce moment. Bien sûr, merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Et puis-je vous demander, où les gens peuvent-ils vous trouver? Oui, mais seulement sur YouTube pour le moment. Il suffit de chercher Sean Fu, youtube.com/SeanFuGold et vous me trouverez. Je parle pas mal de géopolitique, mais surtout d'économie, d'investissement, de finances, d'or et d'argent. Alors venez jeter un œil, il y a forcément quelque chose pour vous. Oui, eh bien, lorsque la crise financière mondiale a commencé en 2008, l'or, je crois, valait environ $800. Aujourd'hui, il est autour de $2400. Donc je recommande vraiment aux gens de suivre votre chaîne pour comprendre pourquoi l'or augmente. Merci beaucoup. Oak Embrace, merci Glenn.